Dans un avenir proche, le chômage de masse, le sans-abrisme et les troubles civils plongent Los Angeles dans une épidémie de criminalité. Comme les prisons sont surpeuplées, des zones rouges sont établies pour restreindre les criminels violents. Cependant, des centaines d'officiers de police sont encore tués chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement forme la Cour de la Miséricorde, qui utilise l'intelligence artificielle comme juge, jury et bourreau. Cela réduit le besoin de procès longs et les suspects sont jugés seulement quelques heures après leur crime. L'IA assume toujours que les suspects sont coupables, sauf preuve du contraire. Après 2 ans, ce programme a exécuté 18 personnes et réduit la criminalité de 68%, économisant des milliards de dollars d'impôts et aidant les gens à se sentir en sécurité à nouveau. Dans une salle d'audience, le détective Chris se réveille attaché à une chaise avec une vidéo promouvant le programme de miséricorde jouant sur l'écran devant lui. Soudain, la juge IA Maddox apparaît sur l'écran et annonce que le procès peut maintenant commencer puisque le niveau d'alcool de Chris est enfin descendu. Elle lui dit qu'il était inconscient pendant presque 6 heures et lui demande de prêter serment de dire la vérité. Après que Chris l'ait fait, Maddox révèle qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Les images de la caméra corporelle montrent une équipe de policiers entrant dans la maison de Chris. Ils trouvent sa femme Nicole saignant sur le sol et leur fille Britt pleurant à côté d'elle. Nicole a été poignardée et quand les policiers lui demandent qui l'a fait, elle répond le nom de Chris. Il regarde la vidéo avec horreur et panique quand il entend son nom. Maddox mentionne que Chris était seul dans la maison avec Nicole au moment de son poignardement. Puisqu'il pense qu'elle ment, Chris recherche sur Internet et confirme que son nom est partout dans les nouvelles. Il parle de son arrestation et de son soutien au programme de miséricorde. Chris et son Jack ont attrapé le meurtrier David, qui était le premier criminel au procès de miséricorde. Puis Maddox lui demande de plaider, donc Chris dit qu'il n'est pas coupable. Cependant, elle a analysé les preuves pour conclure que sa probabilité de culpabilité est de 97,5%. Il doit la baisser à 92% pour éviter l'exécution, et il a 90 minutes pour se défendre. Il peut utiliser toutes les informations dans le nuage municipal de Los Angeles. La base de données à laquelle chaque personne et entreprise connectent leurs appareils est mandatée par la loi. S'il perd, la chaise le tuera avec une impulsion sonore. Alors qu'un minuteur apparaît sur l'écran, Maddox commence à passer en revue les preuves. Chris est arrivé au travail à 8h51, mais il n'a jamais quitté son véhicule. Au lieu de cela, il est rentré chez lui. Nicole a refusé d'ouvrir la porte pour lui et a dit qu'il pouvait lui parler par l'intermédiaire d'un avocat. Un Chris frustré a frappé la caméra avant d'ouvrir la porte avec ses propres clés. Nicole a essayé de le chasser avant que la porte ne se ferme. Maddox avance rapidement la vidéo, expliquant que Chris était dans la maison pendant 26 minutes. Peu après son départ, Brick est rentré d'une soirée pyjama et a crié. L'enquête indique que Nicole a été poignardée par un homme droitier et qu'une seule blessure était suffisante pour ébrécher sa colonne vertébrale et percer son foie. Des traces fraîches du sang de Nicole ont été trouvées dans les vêtements de Chris. Après avoir quitté la maison, Chris est allé au bar pour boire, ce qui le sait de nier. Les images de la caméra de sécurité du bar montrent un Chris très ivre se battant avec les policiers quand ils essaient de l'arrêter et même se faisant taser. Cela n'a pas empêché Chris de sortir en courant du bâtiment et d'essayer de prendre la voiture d'un civil au hasard, mais les policiers ont sauté sur lui et l'ont assommé. Chris ne se souvient de rien de tout cela et Maddox blâme l'alcool. Il veut parler à Britt, mais le procès permet seulement d'appeler des témoins et les mineurs sont exclus. Pour l'instant, elle reste avec ses grands-parents maternels. Cependant, les règles disent aussi que si le défunt était connu d'une personne, ils peuvent envoyer un message pour demander un appel en temps de deuil. Chris essaie quelques mots différents, mais il ne sait pas quoi dire, donc il laisse Maddox envoyer à Britt le message automatique. Les règles disent aussi que le criminel peut parler à son parrain. Une vidéo de Rob des Alcooliques Anonymes apparaît sur l'écran, réprimandant Chris pour ne pas l'avoir appelé quand il avait l'envie de boire. Rob travaillait avec Nicole et il a appelé la police quand elle n'est pas venue pour son quart de travail. Quand la vidéo se termine, Maddox passe en revue le profil du couple. Chris et Nicole ont commencé à sortir ensemble il y a 20 ans et se sont mariés après 3 ans. 1 an plus tard, Britt est née. Leurs vies étaient heureuses jusqu'à ce que Chris perde son partenaire Ray dans l'exercice de ses fonctions, ce qui l'a repoussé dans l'alcoolisme. Cela a lentement déchiré la famille et Nicole a commencé à envisager un divorce. Ses messages à sa famille et à ses amis indiquent que Chris a perdu son sang-froid 57 fois dans les derniers 6 mois.
Une autre vidéo montre Britt parlant à un gars que Chris ne reconnaît pas. Il s'avère que Britt a des comptes secrets sur les réseaux sociaux où elle poste ses tenues de fête. Elle dit à son amie que sa mère pleure et que son père devient souvent agressif. À ce moment, Britt appelle Chris et a une crise, donc il lui assure qu'il n'a pas tué Nicole et qu'il a été arrêté par erreur. Malheureusement, le grand-père de Britt la force à raccrocher. Maddox rappelle à Chris qu'il ne lui reste qu'1 h et 8 minutes. Chris appelle Jack, qui travaille encore sur la scène de crime de Nicole. Chris vérifie tous les dossiers de l'affaire sur l'écran avant de dire à Jack de lui montrer autour de la maison. Une reconstruction de la scène de crime apparaît par-dessus la visite de Jack. Dans le salon, il y a un vase grisé sur le sol qui pourrait avoir été défensif. Dans la cuisine, ils ont trouvé les empreintes sanglantes de Britt et des taches de sang sur le mur, indiquant une lutte. Une assiette brisée montre que Nicole a essayé de se défendre et il manque un couteau d'un ensemble qui correspond à l'arme du poignardant. Les empreintes digitales de Chris sont dessus, mais il clarifie qu'il l'a utilisé pour cuisiner. Ils ont aussi trouvé des fibres, des cheveux, de la peau et de l'ADN qui correspondent à Chris. Ensuite, Chris vérifie le registre téléphonique de Nicole puisqu'il se souvient l'avoir vue envoyer des textos après leur dispute. Il n'y a pas de textos ou d'appels qui correspondent à ce moment, donc Chris demande pour son téléphone de travail. Maddox ne savait pas qu'il y avait un deuxième téléphone, donc elle obtient le numéro des enregistrements d'appels de Chris et l'appelle. Dans la maison, Jack entend sonner et le suit jusqu'à une voiture dehors. Elle brise la fenêtre et récupère le téléphone de Nicole seulement pour découvrir que c'est une unité du marché noir qui n'est pas enregistrée au nuage municipal. Les seuls appels et textos dessus ont été envoyés à une autre unité du marché noir. Maddox appelle le numéro mystérieux et la personne raccroche quand elle entend sa voix. Cela est encore suffisant pour tracer l'emplacement, donc Jack s'y rend sur sa moto volante. Pendant qu'ils attendent, Maddox réalise que Chris savait déjà que Nicole gardait des secrets et l'informe que sa probabilité de culpabilité a été réduite à 0,8%. Le téléphone est trouvé dans un hôtel et est sur le point de sortir par la porte arrière. Jack se précipite pour bloquer cette porte avec 2 autres officiers alors que Patrick essaie de s'échapper. Quand il voit les policiers, il court de retour à l'intérieur et une poursuite s'ensuit. Maddox recherche son profil pour apprendre qu'il est un chef qui est en retard sur son loyer et a été enquêté 2 fois pour fraude à la sécurité sociale. Les officiers poursuivent Patrick à travers l'hôtel, mais il parvient à les perdre en prenant une porte vers une zone sans caméra. Puis Jack envoie un drone qui trouve Patrick sur le toit, donc les officiers vont après lui. Ils parviennent à plaquer Patrick et il tombe sur une zone plus basse où ils le capturent. Patrick prétend qu'il n'a rien fait et qu'il a couru parce qu'il avait peur qu'il le blâme pour cela de toute façon. Chris se demande ce que Nicole faisait avec un gars comme ça, donc Patrick dit qu'il lui a donné tout ce que Chris ne pouvait pas. Il admet qu'il a flirté avec Nicole et qu'ils sont sortis quelques fois, mais cela n'a jamais escaladé. Elle voulait lui parler en privé, donc il a acquis les téléphones jetables. Après que Maddox trouve des images des dates qui confirment l'histoire, Patrick dit qu'il a été au travail toute la journée. Les caméras de sécurité confirment aussi cela, donc il ne peut pas être le tueur. Patrick réprimande Chris pour ne pas avoir pris soin de sa famille, expliquant que Nicole voulait seulement quelqu'un qui l'écouterait et la réconforterait. Jack le capture quand même, pour résistance à l'arrestation. Avec seulement 53 minutes restantes, la probabilité de culpabilité de Chris est montée à 98%, parce qu'il a fourni un motif pour meurtre de Nicole. Chris révèle alors qu'aujourd'hui, Nicole a trouvé la bouteille d'alcool qu'il garde cachée dans sa voiture. Il a recommencé à boire depuis environ 1 an, donc Maddox recherche plus d'images. Il y a quelque temps, Nicole a trouvé Chris en train de boire dans le garage, et il s'est emporté contre elle, le faisant enfin voir qu'il avait un problème. Il a commencé à aller aux réunions AA et à rencontrer Rob, qui l'a aidé à rester sobre pendant un moment. Cependant, perdre Ray l'a frappé très fort. Une autre vidéo montre Ray et Chris dans une voiture de police se préparant à approcher un criminel dans un autre véhicule. À ce moment, Chris a reçu un appel de Nicole, donc Ray lui a dit de le prendre pendant qu'il sortait seul. Malheureusement, le criminel a tiré sur Ray et son véhicule l'a poussé contre la voiture de police pour l'écraser. Chris a remis Ray dans la voiture et a promis de l'emmener à l'hôpital, mais il poursuivait aussi le criminel. Il a poussé la voiture du gars avec sa sienne, la faisant se retourner et s'écraser. Malheureusement, Ray est mort de ses blessures dans le processus. Chris a ensuite poursuivi l'homme jusqu'à ce qu'il le coince dans l'eau pour l'arrêter,
seulement pour que le procès le trouve non coupable plus tard. Cela fait regretter à Chris de ne pas avoir tiré quand il en avait la chance. Maddox n'est pas intéressé par tout cela et demande à Chris d'essayer de se souvenir de sa journée. Il explique que quand il est arrivé au travail, il a découvert que sa bouteille n'était pas dans la voiture et savait que Nicole l'avait trouvée, donc il est rentré chez lui. Ils ont fini par se disputer et Chris a brisé le vase juste parce qu'elle l'aimait. Les éclats brisés l'ont coupé, c'est pourquoi il y avait un peu de son sang sur ses vêtements. Il ne se souvient de rien de ce qui se passe après. Chris se demande s'il l'a fait après tout, donc Maddox lui rappelle qu'il lui reste encore 43 minutes et tous ses outils à sa disposition. Après avoir regardé les contacts de Nicole, Chris appelle Patrick en prison et lui demande si Nicole avait des problèmes. Patrick partage qu'elle était sous beaucoup de stress au travail parce qu'elle devait espionner ses collègues après que des produits chimiques aient disparu. Chris se demande si c'était quelqu'un du travail de Nicole, mais Maddox souligne qu'ils n'ont pas été vus dans le quartier depuis dimanche pour un barbecue. Puis Chris envoie Jack au dépôt d'expédition Viking, la compagnie où Nicole travaillait. Pendant qu'il attend, il regarde des clips du barbecue pour identifier les collègues de Nicole. Pourtant, Maddox dit qu'ils ont tous un alibi pour aujourd'hui. Il lui fait vérifier la caméra de son voisin, mais elle a connu une panne, donc la vidéo est encore en cours d'archivage. Ensuite, Chris demande les images des personnes qui sont venues au barbecue en voiture et remarque que le véhicule de Rob a 3 personnes de plus. Chris appelle Rob et lui demande à qui il a donné des trajets. Rob mentionne les noms et partage qu'aucun de ces gens n'est parti avec lui et personne n'a manqué le travail hier. Devenant désespéré, Chris vérifie à nouveau la vidéo de Britt de la nuit dernière et vérifie l'horodatage. La diatribe de Britt s'est produite pendant que Chris était au travail, donc il n'aurait pas pu faire pleurer Nicole. Puisque maintenant Britt est potentiellement un témoin, Maddox le laisse appeler. Britt est maintenant en colère contre Chris parce qu'elle a vu la vidéo de son arrestation et a réalisé qu'il buvait dans leur dos. Tout le monde sur Internet pense que Chris est coupable et elle se demande si c'est vrai. Son grand-père veut qu'elle raccroche, cependant Maddox l'interdit parce que c'est partie du procès. Chris demande à Britt ce qu'elle a entendu la nuit dernière, donc elle explique qu'elle a entendu Nicole pleurer et des bruits bizarres autour de la maison. Une vidéo sur son social montre qu'elle fouille la maison pour les bruits, et Chris remarque que la porte du sous-sol est ouverte. Il n'ouvre jamais cette porte et Britt dit qu'elle n'était pas là la nuit dernière. Chris demande à Maddox de clarifier l'image, et il découvre une main sur la poignée. Un des invités du barbecue n'a jamais quitté la fête, et s'est caché dans le sous-sol pendant 2 jours. Pour identifier l'homme mystérieux, il regarde dans les serveurs de la compagnie de Nicole. En passant par les emails, Chris apprend que quelqu'un a falsifié les enregistrements de stock pour couvrir le fait que 300 kg de produits chimiques ont disparu dans les derniers 6 mois. Le produit chimique manquant est des granules d'urée, qui est utilisé pour les engrais, les produits dermatologiques et des substances illégales qui sont très populaires dans les zones rouges. Un email mystérieux demande à Nicole de se rencontrer au dock, donc Chris recherche les images de sécurité de cette réunion. Nicole est vue en train de se disputer avec Holt, qui lui a demandé de ne pas aller au policier et de lui donner quelques jours de plus à la place. Elle a refusé, parce que son travail était en jeu, et Holt a jeté ses choses avec frustration. En regardant les emails de Holt, Chris découvre qu'il est accro au jeu. Vérifier ses finances révèle qu'il se noie dans les dettes et Rob l'a renfloué. Cela baisse la probabilité de culpabilité de Chris à 94,7%. Chris appelle alors Rob, mais c'est Holt qui décroche. Il souhaite bonne chance à Chris et va chercher Rob. Pendant qu'ils attendent, Maddox essaie de trouver l'emplacement de Holt au moment du meurtre, sans succès. Chris lui demande de vérifier à nouveau la caméra du voisin et il voit quelque chose bouger dans les buissons. Mais la vidéo n'a pas été complètement uploadée encore. Bientôt, Holt retourne au téléphone et dit qu'il n'a pas pu trouver Rob. Chris l'accuse de voler les produits chimiques, donc Holt révèle la vérité. C'était Rob qui volait. Puisque Holt sentait qu'il devait beaucoup de faveurs à Rob, il a essayé de l'aider avec Nicole. Maintenant, il ne peut pas le trouver et un collègue dit qu'il est parti dans un camion. Holt révèle aussi que Rob n'est pas venu au travail hier et la dernière fois qu'il l'a vu était au barbecue. Ce jour-là, Rob a demandé à Holt de donner un trajet aux autres dans sa voiture pendant qu'il restait un peu plus longtemps. Maddox trace le camion manquant et Chris envoie Jack après lui, se souvenant que Rob a un permis d'armes. Au même moment, les policiers dans le garage de Rob trouvent un minuteur. Ils commencent immédiatement à courir et la plupart d'entre eux parviennent à sortir avant que la maison n'explose dans une énorme explosion. Alors que de nombreux officiers brûlent, Chris essaie de contacter Jack sans succès.
La bombe du garage n'avait qu'une petite quantité des produits chimiques, donc Maddox conclut que la bombe dans le camion a le reste. Cela signifie qu'elle fera exploser toute la ville. Puis Jack appelle Chris pour confirmer qu'elle va bien et accepte d'aller après le camion. Maintenant, la probabilité de culpabilité de Chris baisse enfin à 0. Maddox veut arrêter le procès, mais Chris refuse parce qu'il veut continuer d'avoir accès au système pour arrêter Rob. Quand Maddox souligne qu'il ne lui reste que 9 minutes et que la chaise pourrait le tuer, il s'en fiche parce qu'il veut sauver la ville. Cette logique émotionnelle fait glitcher Maddox, donc Chris lui explique comment ils peuvent travailler ensemble pour le bien supérieur. Maddox accepte de continuer avec le procès, les voitures de police suivent maintenant le camion. Ils essaient de le bloquer plusieurs fois, mais Rob esquive toujours ou les pousse. Alors que les nouvelles commencent à enregistrer la poursuite, Rob conduit plus vite et heurte aussi des voitures civiles. Un véhicule de police finit par s'écraser dans un magasin. Quand le camion atteint le pont, un hélicoptère SWAT essaie d'abaisser un de ses agents. Plus de voitures de police essaient de bloquer le chemin, mais Rob conduit à travers elles à grande vitesse et l'agent n'a nulle part où atterrir. Jack n'a pas le choix que d'ordonner à ses hommes de sortir Rob, ignorant Chris quand il lui rappelle que Britt est aussi dans le camion. Même Maddox accepte que c'est le meilleur plan. Une voiture télécommandée est envoyée avec un explosif et passe sous les camions. Cependant, la connexion échoue et elle n'explose pas. Chris se demande si Maddox l'a hacké, mais elle ne répond pas. Avec seulement 4 minutes restantes, Maddox envoie une alerte pour évacuer la zone. Chris demande à Jack de voler devant le camion et voit Britt supplier pour de l'aide pendant qu'il essaie de faire voir raison à Rob. Furieux, Rob explique que David était innocent, mais quand il est sur le point de dire plus, Jack ouvre le feu. Cela la fait perdre le contrôle de la moto et elle tombe.